Heureuse de vous accueillir pour ce 4e Devenir infirmier qui est consacré à la délicate transition du patient adolescent vers le passage, alors là, vers l'hôpital adulte. D'abord, on devait être avec Anna, infirmière de gastro-entérologie de Robert Debré. On lui souhaite un bon rétablissement. Et je vous présente nos autres invités. Donc, il y a Justine Bourdiel, infirmière en assistance nutritive à l'hôpital Beaujon. Claude Villain, infirmier de coordination en assistance nutritive également à l'hôpital Beaujon. On a la joie aussi d'accueillir Camélia Zettili, qui est patiente en assistance nutritive, qui est suivie sur l'hôpital Beaujon. Hein, c'est bien ça, Camélia. Et Annie Durieux, qui est formatrice à l'IFSI Beaujon. Et peut-être qu'on va commencer par vous, Camélia, pour que vous nous disiez, parce que vous avez été suivie sur l'hôpital Robert Debré, et puis aujourd'hui, vous êtes suivie en assistance nutritive sur l'hôpital Beaujon. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, justement, cette délicate transition, adolescence, adulte? Alors, au début, c'est vrai que ça a été très compliqué. Et du coup, j'ai appréhendé énormément parce que c'est un nouveau monde en fait, on ne connaît pas. Du coup, vu que chez les enfants, du coup, je suis choquée. Et du coup, je me suis dit comment ça va être chez les adultes. Ça a l'air d'être un peu triste. Je me posais beaucoup de questions. Vous appréhendiez? Ouais, j'appréhendais beaucoup. Mais au final, franchement, c'est super. Ils sont gentils. Et franchement, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué. Et comment ça se prépare, cette transition, alors, Claude? Alors, cette transition s'effectue d'abord par une première consultation dans l'hôpital pédiatrique où l'enfant est issu. Donc, on se déplace avec le professeur Joly, le docteur Millot, notre médecin nutritionniste de l'hôpital Beaujon, pour effectuer une première consultation dans l'hôpital pédiatrique où sortira le patient enfant. Et la seconde consultation de transition est alternée et se fait à l'hôpital Beaujon. Et cette fois-ci, ce sont les médecins issus de la pédiatrie et les infirmières coordinatrices de l'hôpital pédiatrique qui viennent à l'hôpital Beaujon. Et on fait autant de consultations qu'il est nécessaire jusqu'à ce que l'enfant se sente prêt avec sa famille à passer dans le monde adulte, si je puis dire. Passer du petit parent grand bain. C'est comme ça que ça s'est passé pour vous, Camélia? C'est passé exactement comme ça. Et du coup, quand j'ai mis un pied en fait à Beaujon, j'étais juste pour percer, je ne connaissais pas l'endroit, je pensais que c'était immense. Et je me suis dit, c'est un nouveau départ en fait. Après, j'ai accepté que je cherchais une maison. Voilà. Alors, moi, je connais un petit peu le monde de la pédiatrie, un petit peu le monde de l'adulte. Effectivement, quand on voit l'environnement de la pédiatrie, il y a de la couleur, il y a de la lumière, c'est très chaleureux, c'est un peu ludique même. Et passer chez l'adulte où l'environnement est plus austère. Ouais, quel est le regard pour la première fois? C'est se dire quoi? Pour moi, c'est un peu triste. Je ne sais pas comment expliquer, mais chez les enfants, on a cette joie, on a des activités, or que chez les adultes, c'est tout un autre monde en fait. Un autre monde.
Et est-ce que vous avez appréhendé, en pédiatrie, on passe, quand on est un enfant, de chambre en chambre, on connaît des copains ou des copines qui ont un peu les mêmes pathologies, on va dans les chambres. Et là, du coup, chez l'adulte, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Ou est-ce qu'on est dans une chambre seule, vraiment, ou on peut aussi avoir peur peut-être du voisin de chambre si on est en chambre double? Non? Après, je ne suis pas encore allée dans des chambres de tout. Moi, je suis toujours dans des chambres individuelles et c'est ce que je préfère. C'est plus rassurant. Ouais. C'est sûr. On n'a pas les mêmes têtes de soignants, on n'a pas les mêmes locaux, tout change. Donc, vraiment, Il y a beaucoup de choses qui changent là avec le de chez les enfants à Sylvie Magneuse. Vu que j'ai un peu grandi à Robert Debré, ça m'a fait parce qu'en fait, je connaissais vraiment tout le monde ici. Il y a vraiment tout le monde qui me connaît. Et du coup, de balancer chez les enfants à chez l'adultes, ça a été compliqué parce qu'il fallait que je fasse des nouvelles rencontres, que j'apprenne à apprendre des infirmières, etc. Et alors, carrément, la première fois que je suis hospitalisée à Bordeaux, on me disait vous, mais moi je leur disais non, je préfère que je fasse que je fais à l'habitude. Et en pédiatrie, on est facilement dessus. On est passé du tout, des têtes changées. C'est un environnement plus austère, donc c'était un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais quand même, les consultations de transition, il faut arrêter. Et quand les consultations, ça a été. On a visité un petit peu Beaujon, c'est sûr que c'était moins joli. C'est avec un pack de décoration. Il n'y a pas de décoration. Oui, bah après, c'est très bon hôpital. Un très bon hôpital. En fait, je me suis vite Adapté. adaptée en fait. Tu as fait confiance Ouais, j'ai compris. aux médecins, aux Sur soignants. ça, et qu'ils étaient, ils étaient rassurants. Rassurant. Et au niveau des infirmières, pour le coup, est-ce que vous avez retrouvé des figures auxquelles vous pouvez vous raccrocher et où finalement, au bout de presque un an finalement, de transition chez l'adulte, vous avez vos figures, des figures qui sont rassurantes pour vous, au niveau des soignants, des infirmières par exemple, et aussi au niveau des médecins? Bah, c'est vrai que les infirmières, ils sont super sympas. Et bah, j'ai tout de suite succédé avec très gentil. Après, le médecin, bah, je connais que, enfin, mon médecin de là, c'est le professeur de juste tout. Mais les internes, après, ils tournent. Et du coup, être malade chez l'adulte, Oui, chez l'adulte, c'est pas du tout le même statut que chez la pédiatre. Bah, par exemple, ici, quand on a la fièvre, on est directement pris en charge. Quand on a proche de fièvre, on est directement pris en charge. Or que quand je suis passée chez les adultes, la Claude, il m'a appelé pour me dire de venir. On va faire des bilans, etc. Et en fonction des bilans, on voyait si je voulais faire à la maison des antibiotiques. Et une fois, ça a été le cas, je suis rentrée des antibiotiques à la maison. Ça s'est super bien passé. C'était en intraveineuse. Oui. Et ça, et du coup, ça a été. Et la deuxième fois, j'ai été hospitalisée parce que j'avais une grosse contraction pulmonaire et que ici, mon cavité s'était infecté. Donc là, il fallait être hospitalisé. Il y a une chose très importante que vous avez dite tout à l'heure. Vous parlez du tutoiement. On a comme public des étudiants en soins infirmiers. Et je pense que c'est une question qu'il faut effectivement aborder parce qu'il me semble que dans l'hôpital pédiatrique, on tutoie, hein, c'est ça, les enfants. Oui. Quand on les connaît vraiment. Quand on les connaît vraiment depuis petit. Et peut-être je peux laisser la parole à Justine. Justine, comment ça se passe du coup quand voilà, cet adolescent, déjà, est-ce qu'il y a un âge pour passer vous, Camélia, vous êtes passée à quel âge Oui. Ah, mais 21 ans. 21 ans, d'accord. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour la transition pédiatrique. Ça, c'est pas peut-être plus en parler, mais ça va dépendre si le patient ou le jeune patient est prêt à faire cette transition pédiatrique. Et concernant le tutoiement, pour ma part et pour beaucoup de collègues,
il se fait assez naturellement aussi chez l'adulte. On va avoir ce premier contact qu'on va évaluer. Et c'est vrai qu'avec Camélia, c'est allé très très vite, vraiment, c'est difficile de faire autrement. C'est instauré aussi chez l'adulte. Et en termes de positionnement, parce que le tutoiement, c'est vrai que c'est souvent dans les écoles, dans les instituts de formation, on dit bah non, on ne tutoie pas le patient, c'est le vous qui est le leader. Donc, c'est quoi ce tutoiement? C'est, je pense, un tutoiement rassurant, mais qui reste aussi professionnel, enfin, surtout professionnel, mais qui a pour but, je pense, clairement de rassurer nos patients. Et c'est vrai qu'à l'école, on dit toujours d'avoir cette barrière, d'être dans le vouvoiement. Mais sur des patients comme Camélia qui ont un long parcours de soins, c'est un peu difficile d'instaurer ce vouvoiement. Et pour autant, je pense qu'on reste professionnel et qu'il y a quand même une petite barrière qui est instaurée entre nous. Est-ce qu'on pourrait parler de tutoiement professionnel, Justine? Exactement. Je pense qu'on est vraiment dans ça. Qui peut-être effectivement, ça permet peut-être de garder ce cadre rassurant aussi et d'accompagnement. Et c'est vrai qu'on n'est pas, j'imagine, Camélia, vous avez aussi une vie sociale à l'extérieur et qui n'est peut-être pas le même aussi tutoiement qu'avec les amis, ou vous, Justine aussi, vous n'êtes pas que infirmière. En fait, on tutoie, mais on n'est pas amis. On est dans ce tutoiement rassurant, en fait. Je pense que c'est rassurant pour éviter cette distance du vouvoiement. Je pense que ça peut être compliqué pour un jeune patient. Et encore, j'ai eu des témoignages récents d'un patient qui, lui, quand il a fait sa transition pédiatrique, a apprécié qu'on vous voit. C'est un garçon. Et il a eu l'impression en fait, qu'il devenait un homme, qu'il devenait quelqu'un de plus adulte. Donc en fait, ça, c'est notre travail de soignant. C'est notre appréciation d'évaluer comment ça va se passer. C'est une question de feeling, en fait, j'ai envie de dire aussi. C'est voir comment ça se passe cas par cas. Merci pour ce témoignage parce que effectivement, vous montrez par là que patient, c'est pas le patient d'à côté, quoi. Vous évaluez en fonction de son histoire, de son envie, de la relation qui peut être créée pour prendre soin dans un partenariat, hein, parce qu'on est quand même sur des maladies chroniques, hein, c'est ça, hein, donc sur le long terme, et c'est un vrai partenariat de soins, me semble-t-il. Dans la continuité de la pédiatrie. On ne pas les couper totalement du monde pédiatrique. Alors, pour faire le lien avec la pédiatrie, en pédiatrie, les parents sont souvent présents et en fait, on a les parents, l'enfant et les soignants. Qu'est-ce qu'il en est des parents quand on passe du côté adulte? Comment vous avez vécu les parents quand je suis hospitalisée dans un centre? Je pense, par rapport aux parents, je suis quelqu'un que. Après, ça dépend aussi des patients. Mais moi, dans mon cas, la scolarité, Ils ont pu venir quand ils voulaient. Vous pouvez éventuellement dormir à l'hôpital. non, je ne crois pas qu'ils peuvent dormir quand ils sont C'est discutable. C'est discutable au cas par cas. C'est au cas par cas. Et en fonction aussi de l'état du patient, en fait. Il y a des moments où il y a besoin du parent. Et je sais que nos chefs médecins peuvent être ouverts aussi à l'accompagnement. Et c'est sûr qu'on essaye de se détacher quand même du parent qui dort en systématique, comme peut-être des fois en pédiatrie. Je ne sais pas si c'est tout le temps que le parent peut rester. En tout cas, nous, ça reste des situations qui sont exceptionnelles parce que justement, il faut faire grandir et prendre sa place d'adulte, en fait, d'adulte patient. En fait, il y a aussi une transition en fait, pour les aidants, hein, c'est ça, que ce soit les parents ou les personnes référentes. Alors, moi, j'ai affaire à un public d'étudiants qui sont souvent jeunes. Donc, vous êtes une patiente jeune adulte qui connaît extrêmement bien sa pathologie, les techniques de soins, que ce soit sur le cathéter, voilà. Et j'ai envie de dire que c'est vous, patients, qui apprenez aux soignants de techniques, voire qui apprenez à l'étudiant. Et du coup, est-ce que c'est facile quand on a un étudiant qui ne connaît pas les soins, qui ne connaît pas la pathologie? Est-ce que l'étudiant est en difficulté ou au contraire,
vous arrivez à le mettre et à l'aider finalement, à le tutorer. Déjà, je le mets à l'aise. Ouais. Je le mets à l'aise. Je te dis que une infirmière diplômée à l'Ukraine. Du coup, des fois, elle dit non, c'est pas ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont stressés, mais je les défends. C'est sûr. Bah, oui, c'est des choses qui s'apprennent. Et donc, vous pouvez les aider à leur dire, bah, tiens, faites ça plutôt là, comme ça. Et souvent, ils le prennent bien. Et avec les soignants aussi. Vous avez des expériences? Oui, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez parlé. Moi, quand je suis arrivée dans le service il y a une dizaine d'années, j'ai des patients chroniques qui nous expliquaient vraiment comment faire les choses, qui étaient peut-être un peu moins détendus que toi, et donc qui pouvaient nous stresser en tant que jeunes diplômés. Et je pense qu'il faut savoir, en travaillant dans un service chronique, de patients chroniques, que le patient il peut nous apporter plein de choses en fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris auprès des patients parce que vous avez un long parcours de soins. Vous avez appris déjà beaucoup plus de choses que nous. Et c'est vraiment une richesse partagée en fait. Vous nous apprenez autant. Et donc, c'est vraiment bien ce que tu dis, Camilla, de dire que l'étudiant il peut avoir sa chance et que tu vas lui expliquer aussi. Et c'est comme ça que le soin doit être vécu. En fait. C'est toujours fantastique de voir quand le patient apprend aux soignants. Est-ce que les décisions, quand il y en a à prendre, quand on est chez l'adulte, vous avez encore besoin des parents pour prendre certaines décisions? Ou au contraire, j'ai envie d'être vraiment dans mon statut de personne? Quand on est chez les enfants et chez l'adulte, ce qui est là chez l'adulte, c'est que c'est toi qui prends les décisions. Et quand tu es chez les enfants, c'est toujours l'avis de maman et papa. Or que depuis que je suis arrivée chez les adultes, c'est bon, je choisis en fait. Et heureuse de le. Ouais, franchement, je suis contente de le moi, je suis contente que j'ai pas besoin de papa et maman. Que je retrouve en fait que je sais gérer. C'est important. Et vous, Justine, comment vous gérez justement l'arrivée d'un jeune adulte en service et peut-être aujourd'hui avec votre expérience et puis à vos débuts aussi, parce qu'on a aussi des futurs professionnels. Voilà, comment ça s'est passé en fait pour vous? Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai démarré, j'avais 24 ans. J'ai eu beaucoup de patients qui avaient à peu près le même âge que moi, des patients qui étaient un peu dans une petite crise d'adolescence. Ça n'a pas toujours été facile à gérer parce que nous-mêmes, on n'est pas très mal. On n'a pas encore les armes, la maturité pour, on va dire, encadrer l'enfant. Et je trouve qu'avec les années, on apprend à accompagner ses enfants. En fait, moi, au final, mon parcours professionnel, j'ai grandi professionnellement avec des patients qui étaient là dès mes débuts. Mais ça n'a pas toujours été facile au départ. Et du coup, vous faisiez comment? Vous ne faisiez pas ou comment? Non, on fait. On essaie de se donner de la confiance et on se dit qu'on va y arriver. Voilà, avec des moments qui sont peut-être un petit peu plus difficiles parce qu'il y a des choses qu'on ne pensait pas avoir à gérer. On nous apprend beaucoup le soin à l'école, peut-être un peu moins ce côté relationnel. Et c'est vrai que dans le service, il y a quand même beaucoup de relationnel. Et là, pour le coup, quand j'ai démarré, il y avait beaucoup de problématiques dans le service, des problématiques de l'adolescence. Voilà. C'est Camélia. Dites-moi la vérité. Quand un étudiant en soins infirmiers vient en assistance nutritive, il y a aussi tout cet accompagnement relationnel avec l'étudiant. Oui, Justine. Oui, parce que c'est un service très technique, l'assistance nutritive. C'est vrai qu'en termes de soins infirmiers. C'est vrai, quand on ne connaît pas, c'est compliqué, mais. Oui. On leur apprend vraiment, en fait, il y a le soin, mais il y a vraiment la prise en charge du patient, comme on dit, la prise en charge globale. Je pense que dans notre service, on peut l'appliquer. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'aide, d'accompagnement.
D'accord. Vous expliquez à l'étudiant ce cheminement et puis aussi peut-être les particularités dues à cette transition, à cet âge. C'est ça, ouais, les particularités. Après, on en revient à quand le patient explique les choses. C'est vrai que j'ai remarqué que certains soignants sont un peu braqués. Ils peuvent se braquer quand le patient dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Je pense que c'est vraiment une spécialité où il faut en retirer plus une richesse, en fait, des réflexions des soignants. Il ne faut pas se braquer en disant il me remet en question moi en tant que soignant. Au contraire, il va nous apporter quelque chose. Il va nous apporter. Après, dans les protocoles, c'est vrai, dans la transition pédiatrique, il y a des choses qui changent aussi. Hein. Les pansements ont changé. Nous, on fait un accompagnement aussi. Au début, c'était des petits cathéters. Après, parce que des cathéters, des fois, un peu plus adultes. Il y a des choses à accompagner. Et des fois, les patients disent bah non, moi, je veux pas ce pansement-là, je veux aussi. Voilà. On est un peu, des fois, dans la négociation dans le soin, mais en général, ça se passe bien au final. Oui, parce que, en fait, dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment que le soignant puisse effectivement se remettre en question, apprendre de l'autre. Comme aussi, j'imagine que l'enfant, je veux dire l'enfant pour aller vite, mais l'enfant à l'adulte, c'est pareil. Du coup, c'est plus les mêmes mains qui s'occupent de lui et on peut faire bien en faisant un peu autrement. C'est ça. Et je pense que des deux côtés, effectivement, il y a peut-être ce dialogue à avoir et du coup, ça fait partie de la richesse aussi. Oui, c'est une richesse vraiment supplémentaire. Et ça va tout à fait avec en plus l'éducation thérapeutique. Hein, c'est pas dans le service. C'est pas que dans un sens. Ce n'est pas que dans un sens. Les personnes qui ont beaucoup aussi. C'est ça, comme dit Claude, il faut rester humble en habitation. Je pense à un patient qui a 30 ans de parentéral. Il en connaît beaucoup plus que nous. Hein. Il connaît beaucoup de choses. Et, alors des fois, il y a des patients qui répètent beaucoup. Hein. Mais en fait, ils ont des choses à nous apprendre. Oui, je pense que la relation, du coup, elle devient plutôt symétrique. En fait. Ce n'est pas le soignant qui a le savoir tout le temps, mais c'est le patient qui a qui a peut-être le plus grand savoir, qui le partage avec les soignants, avec les étudiants. Quel conseil vous auriez envie de donner aux étudiants, Camilla, face à une prise en charge, justement ce type de prise en charge que vous avez, qui dure depuis bébé. Voilà. Quel conseil vous donneriez aux étudiants infirmiers par rapport à votre type de prise en charge pour être bien, pour ne pas avoir peur, parce que ça peut générer de la peur chez nos étudiants quand ils voient ce type de service. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Déjà, il ne faut pas être stressé parce que tout s'apprend dans la vie. Donc, franchement, il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Parce que ça s'apprend, vous êtes là pour apprendre votre métier. Et c'est en fait, voilà, quand c'est voilà. Merci. Merci beaucoup, Camilla. On va passer aux questions. Alors, qui veut bien être mes yeux? Parce que du coup, c'est un petit peu loin. Alors, sur la première question, c'est quels sont les actes de soins et techniques à apprendre dans le service d'assistance nutritive? Alors, qui veut répondre? On peut faire ensemble. Actes de soins qu'on rencontre régulièrement, donc il y a tous les soins de gastrostomie, de stomie, différentes stomies. Ensuite, on a des soins de cathéters centraux avec les différents cathéters. On a les cathéters de réanimation, les chambres implantables, les pipelines, les cathéters bronchiaques. Voilà, on a pas mal de pansements aussi abdominaux. Alors, cathéter boudiaque, pour les étudiants en soins infirmiers, c'est quoi? C'est un cathéter qui est un peu plus spécifique, on rencontre beaucoup en pédiatrie. C'est ce que j'avais mis. C'est un cathéter en silicone qui est renforcé par une gaine externe avec un embout inamovible. Il y a différents types de cathéters. Il y a les cathéters nitriques bidons et des embouts amovibles qui n'ont pas de gaine et les cathéters bronchiaques qui ont des gaines. Ce sont des cathéters qui sont utilisés, enchaînés, ce qui fait que
ça n'existe pas si on tire dessus. D'accord, merci. Ouais, enfin, il y a beaucoup de soins. Si on parle de soins, il y a vraiment beaucoup de soins infirmiers. Une fois qu'on en retrouve des soins urinaires, des soins gastriques, des soins de stomie, gastrostomie, toutes les cathés stériles, enfin, tous les soins de cathés, donc stériles. On a des pensions complexes. On a eu des VAC récemment, donc la VAC-thérapie. On transfuse régulièrement. On a un soin assez technique, un service assez technique. Avec le relationnel. Avec le relationnel. C'est Vraiment la relation d'aide, j'imagine. Relation d'aide, De soutien, de soutien. de recadrage, éventuellement. Alors, on a aussi bien sûr de psychologues, on a aussi un psychiatre, on fait des ateliers, des théâtres, on a aussi des assistants sociales. Voilà. Il y a d'autres questions. Est-ce que c'est l'autonomie du jeune adulte qui est visée? Tout à fait. C'est exactement ça. C'est ce qu'on recherche. Que la personne puisse avoir une vie la plus proche de la normale possible. Et développer l'auto-soin. Et qui sache faire ses soins lui-même. Camélia, est-ce que cette autonomie commence aussi à l'hôpital pédiatrique? L'auto-soin, est-ce que ça existe? Oui. On a beaucoup aussi ensemble intercesseur. Je me suis dit aussi comme utilisatrice. Donc, ici, c'est Florence. C'est Florence. Et du coup, au début, elle avait beaucoup appris à faire une maison de cristal, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai appris. Mais On peut apprendre. Et en tout cas, c'est Et nous, on évidemment, poursuit si ça n'a pas été terminé en pédiatrie. on peut En commencer. vue où on commence. Si ça n'a pas été Il y a terminé. beaucoup de patients en demande de l'auto-soin. Mais Il y a beaucoup de énormément de patients qui souhaitent se former, qui ne sont pas assez nombreux actuellement pour. Parce que ça Il y a pas, prend- ça prend du temps, il n'y a pas assez de temps pour les former, mais il y a vraiment beaucoup de demandes auprès des patients. D'avoir cette autonomie, de ne plus avoir besoin de l'infirmière libérale à telle heure le soir, et de pouvoir se brancher à 22h, 23h, s'ils ont envie d'aller de sortir au cinéma, d'être moins dépendant des horaires, en mode de travailler, parce qu'on a des patients qui travaillent, donc le soin, c'est important. Et qui s'occupe de cette formation? C'est vous, Claude, ou c'est Justine? C'est nous, je ne suis pas tout seul, il y a mes collègues, on est 4, il y a Claude, Cathy, Emmanuel et Laetitia actuellement, et ce sont nous là. Donc, je rappelle que Claude est infirmier de coordination et Justine est infirmière en salle. Alors, il y a d'autres questions. Avec quel autre professionnel travaillez-vous? On a eu un début de réponse, mais alors, on a une équipe qui est pluridisciplinaire parce on peut compter sur l'appui de notre psychiatre. On a un psychologue à mi-temps dans le service qui fait un temps complet. On a aussi une assistante sociale pour toutes les questions de droit, de prise en charge, nous c'est pas mal. On a une diététicienne que j'avais oubliée, qui nous aide beaucoup également pour nous aider à équilibrer les apports que le patient a besoin, qu'ils soient oraux ou usés, ou entéro ou parentéro. C'est toute une équipe en fait. Et on trouve cette équipe constituée à l'assistance sociale. On retrouve un peu cette même équipe avec les mêmes homologues en pédiatrie. Et ça aussi font partie de la transition enfant adulte. On avait une autre question sur les pathologies spécifiques. Vous avez parlé des soins, mais il y a une question sur les pathologies spécifiques à votre service. On a beaucoup de maladies courtes qui peuvent être de différentes origines. On a des maladies génétiques, maladies rares. on a des complications des cancers. On appelle ça les grêles radiques. On a plusieurs spécialités sur le service. Donc, on a aussi les maladies inflammatoires de l'intestin, donc la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique.
des maladies rares aussi, hein, Oui. des MIPI. Et on a une unité très spécifique qui est sur l'ischémie intestinale, qui est ouverte depuis 2 ans, 3 ans, 2-3 ans. Donc, qui est assez spécifique parce que c'est une prise en charge un peu pendant l'urgence. Donc voilà, c'est 3 unités avec des pathologies très différentes, ce qui rend un service assez riche. On apprend beaucoup. Il y a une dernière question qui concerne la question des formations que vous avez suivies, soit la coordination, soit du point de vue de soins qui vous aident à développer ce que vous faites actuellement aujourd'hui. Je suis d'abord et puis après Claude. Alors, moi, j'ai fait ma formation, c'est l'école d'infirmière, c'est l'encadrement par des collègues quand on arrive, par des patients qui nous ont appris beaucoup. Je n'ai pas eu de formation spécifique pour travailler dans ce service. Est-ce qu'il y a des formations en interne, par exemple, des formations qui seraient données par les professionnels du service, filières confondues sur différents thèmes? Je pense l'encadrement à la prise de poste qui dure 1 mois, où on accompagne le nouveau diplômé ou la nouvelle arrivée sur tous les soins qu'on peut rencontrer dans le service. Mais il n'y a pas quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose de spécifique, par contre, pour les étudiants. Il y a un atelier qui est monté par plusieurs collègues où elles font une journée pratique sur un soin spécifique qui est le branchement de cathéter. Donc, il y a un des soins qu'on retrouve régulièrement dans le service et qui est un soin qui est très important, qui demande de la rigueur, de la celle-ci. Et sinon, je n'ai pas eu de formation spécifique. J'ai eu l'occasion de la suivre, cette formation, pour m'en rendre compte, et c'est vrai qu'elle est extrêmement pédagogique et c'est important de la développer au sein du service aussi. On va avoir beaucoup de simulation. Hein, et vous, Claude, en termes de formation? Pour moi, en fait, je suis coordinateur depuis les années 2000 et c'était plus un parcours sur l'expérience, mais pas de quelqu'un qui soit faire un stage pour les futurs coordinateurs, mais moi, c'est l'expérience qui a fait que je suis avec le groupe et mon parcours professionnel passé, notamment aussi en pédiatrie. De fait, je pense que les échanges entre aller voir côté pédiatrique les techniques de soins et les façons de pratiquer, ça semble intéressant quand on est chez l'adulte d'aller voir en pédiatrie et côté pédiatrie, peut-être d'aller voir aussi chez l'adulte. Est-ce que ça va être envisageable? Je peux y répondre. On est sur Robert Debré, donc c'est une demande que moi j'avais émise et je pense qu'il y a d'autres collègues qui peuvent être intéressés. C'est d'aller voir comment sont pris en charge nos jeunes patients en pédiatrie. Et tout ça, c'est un projet à monter, c'est des règles pour encadrer, Formaliser les choses, les projets. Mais au-delà de formaliser, parce que voilà, on était là avant le webinaire et je vous ai vu interagir effectivement en gastro-entérologie. C'est vrai que ça participe aussi de cette formation d'aller rencontrer le jeune public et puis vos consoeurs. Vous disiez tout à l'heure aussi les techniques de soins qui changent un peu et qui changent beaucoup. Qui était de l'encourage des adultes, c'est vrai que c'est pas comme pareil. Donc, de sens. Il y a des différences. Mais c'est vrai que ça change. En tout cas, ça participe du partage d'expériences entre les équipes professionnelles. Et de pouvoir expliquer peut-être aussi justement aux patients, en pédiatrie, on fait comme ça, là, chez l'adulte, on est plus sur ça, et d'une autre manière, et les deux finalement, on est d'accord, etc. Alors, nous, on est centre labellisé nutrition parentale à domicile adulte à Nogent, comme Robert Debré est centre labellisé nutrition parentale à domicile enfant, on est aussi centre labellisé maladie rare. Mais peut-être qu'un jour, on rêve qu'il n'y aura plus qu'un centre labellisé nutrition parentale à domicile enfant et adulte. Ouais. Est-ce que ça existe?
Et moi, j'étais assez impressionnée, Claude, par votre connaissance de l'ensemble des patients. Tout à l'heure, vous voyez interagir avec votre collègue Florence Liébert, pardon, qui est coordinatrice comme vous, mais sur l'hôpital Robert Debré, parce que vous avez aussi une expérience en pédiatrie. Et il y a des patients en fait, que vous avez suivis. Ah oui, parce que moi j'ai une expérience un peu particulière, parce qu'avant je suis dans les centres qui sont à la domicile pédiatrique, plus des Beaujon. Et donc je travaille beaucoup avec les coordinatrices pédiatriques. Et il y a certains enfants dont j'ai fait la sortie à domicile et qui étaient petits, bébés parfois, et qui maintenant ont 18 ans et que nous même plus, et que je retrouve à l'hôpital Beaujon adultes. Et donc, parfois, c'est un repère inamovible pour les jeunes. C'est mon expérience à moi. C'est mon expérience à moi. Donc, Amélia, je la connaissais plus jeune. Elle se souvenait plus, mais... Est-ce que je peux vous demander votre âge, Amélia? Et donc, votre transition, elle est assez récente, en somme. Oui, c'est ça. 27 ans. Je me suis très vite adaptée. En tout cas, moi, je vois qu'il y a un travail en amont et de longue haleine qui est fait en partenariat avec l'hôpital pédiatrique. Donc, vous venez sur place, vous venez rencontrer les enfants, vous venez rencontrer les parents. Que ce soit à Robert-Debré, que ce soit à Nickel ou que ce soit à Chausseau. Ce sont les principaux hôpitaux pédiatriques pour nous. Et eux aussi viennent à Beaujon. Voilà, c'est vraiment une passation. passation dans la continuité. Alors, on me dit il n'y a plus de questions, c'est ça? Donc, on arrive au terme de notre live Devenir infirmier. Est-ce que vous avez des choses à rajouter éventuellement? Merci Camilla d'avoir donné un beau message aux infirmiers en devenir, enfin aux étudiants infirmiers en devenir. Moi, depuis le Covid, je suis aussi infirmière étudiant. Et voilà, grâce à toi, j'en apprends beaucoup. Et c'est fantastique de voir que le soigné apprend au soignant. Et ça, je pense qu'il faut. C'est ce que j'aurais aussi envie de faire aux étudiants. Ne perdons pas cette. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos échanges. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un regard croisé entre la réanimation et la gériatrie au travers des questions éthiques. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire pour ces deux services à travers cette thématique. Donc, au 27 avril. Merci à vous. Bonne soirée.